BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Guillaume Sommerer. C'est votre barre vitaminée chaque après-midi. On essaie d'apporter du tonus à l'ensemble de vos placements grâce à nos experts et au rythme des marchés. 17h, donc on est ensemble pour encore une heure. Le CAC 40 en ce moment recule très légèrement, presque une séance pour rien sur l'indice. Enfin, on était quand même en net repli ce matin. On a réussi à bien limiter les dégâts cet après-midi. On n'abandonne que 0,1%, donc en ce moment à 6461 points. Fait notable quand même la remontée des taux obligataires. Même le 10 ans américain est remonté aujourd'hui. On est actuellement sur un 10 ans américain à 3,7%, alors que les propos très fermes la semaine dernière de Jérôme Powell n'avait pas suffi à retendre le 10 ans américain. Et bien là, c'est la Banque du Japon qui retend l'ensemble des taux d'intérêt souverains dans le monde. La Banque du Japon qui annonce cette décision surprise d'ajuster ses instruments monétaires, peut-être un prélude à un futur resserrement monétaire. Le problème, c'est que les Japonais comptent parmi les premiers créanciers au monde. C'est cela qui retend les taux obligataires. La Fed avait rêvé de retendre les taux obligataires américains. C'est la Banque du Japon qui l'a fait par cette annonce ce matin. On va en parler aussi avec nos experts. On va surtout vous apporter des idées pour vos portefeuilles. Si vous souhaitez préparer au mieux l'année 2023, boursièrement parlant, à travers vos PEA, vos comptes titres ou encore les unités de compte dans lesquelles vous pourriez choisir d'investir à travers votre assurance vie l'an prochain, on sera les plus concrets et pratiques possibles. On est à vos côtés, donc on joue dans votre camp pour encore précisément 58 minutes. Et tout de suite, on va parcourir ensemble le reste de l'actualité économique du jour. Au-delà de la séance, Faiza Younzi nous rejoint. BFM Business, l'info éco. Le risque de coupure d'électricité s'éloigne en janvier. Dans sa dernière note, RTE revoit à la baisse le risque de tension sur le réseau, selon le gestionnaire du réseau électrique. C'est notamment grâce à une forte baisse de la consommation d'énergie, moins 9% sur les 4 dernières semaines. Engie chute en bourse, il est en train de perdre plus de 3%. Le groupe a évalué l'impact sur son résultat de 2023 de la nouvelle contribution européenne sur les super profits. D'après ses calculs, il devrait se situer entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros. Par ailleurs, les autorités belges lui ont demandé d'augmenter de 3,3 milliards d'euros le montant de ses provisions sur ses activités nucléaires dans le pays. Premiers objectifs atteints pour le plan de relance, 90% des fonds ont été débloqués selon France Stratégie, avec quasiment 90 milliards d'euros engagés fin août 2022 sur les 100 milliards initialement budgétés. Le plan de relance après Covid avait été dégainé par le gouvernement en septembre 2020. La Banque mondiale réduit légèrement ses prévisions de croissance pour la Chine cette année et pour l'année prochaine à respectivement 2,7% et 4,3%. On est largement en dessous des objectifs de Pékin, en cause, selon l'institution internationale, l'impact de l'assouplissement des mesures anti-Covid et les difficultés du secteur immobilier. Amazon conclut un accord avec l'Union européenne et s'évite une amende XXL. Le groupe américain a été visé par 3 enquêtes antitrust. Dans l'une de ces affaires, Amazon était accusé d'utiliser les données des utilisateurs de sa marketplace pour promouvoir ses propres produits. Plusieurs aménagements doivent être mis en place pendant au moins 5 ans. On en sait un peu plus sur la circulation des trains ce week-end avec la grève des contrôleurs. Vendredi, à la veille des fêtes de Noël, 2 trains sur 3 vont rouler sur les axes Atlantique et Méditerranée. 1 sur 2 seulement sur l'axe nord. Le trafic devrait être le même samedi et dimanche, même si pour le moment, nous n'avons pas encore tous les détails. Il y a du mouvement du côté d'Orange avec le départ de Ramon Fernandez, le directeur financier. Il va rejoindre CMA CGM au même poste dans 3 mois. Ce soir, ne ratez pas notre invitée dans Good Evening Business, Henriette Stenberg, la secrétaire générale du Secours Populaire. Elle sera avec nous à 18h15. BFM Business, BFM Bourse, le club. Merci Faiza, on suit bien sûr l'ensemble de l'actualité tout au long de cette soirée sur BFM Business en direct grâce à vous. Le CAC 40 dans une demi-heure clôturera en étant très légère baisse, moins 0,1%. L'Eurostoxx 50 lui parvient à se stabiliser. On va en parler de la tendance et surtout du potentiel des marchés pour l'an prochain, des idées d'investissement aussi si vous souhaitez compléter vos portefeuilles avec nos 2 experts. Thierry Apothécaire, bonsoir Thierry. Bonsoir Guillaume. PDG de TAC Economics. Et Sébastien Lemonnier, bonsoir Sébastien. Bonsoir Guillaume. Bienvenue également gérant pour Quadrige Europe Midcap chez InnoCap, donc et ce fonds que vous proposez aux investisseurs. Messieurs, donc une séance presque pour rien. Enfin, on était en net repli ce matin, puis on a réussi à limiter les dégâts cet après-midi en Europe. On pourra parler dans un instant des chiffres immobiliers américains qui se dégradent encore. Juste avant, quand même, la Banque du Japon, parvient à faire remonter les taux obligataires, là où la Fed la semaine dernière avait un petit peu échoué quand même pour ce qui concerne les taux américains. La Banque du Japon fait un mini-mouvement, peut-être un prélude à un futur resserrement monétaire. Est-ce mini-mouvement, Thierry ?
entraîne à la hausse l'ensemble des taux obligataires, même le 10 ans américain, 3,7%. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors évidemment, cette hausse des taux obligataires japonais, elle ne part pas du même point que des taux américains. Et donc évidemment, le fait qu'ils remontent, il faut rappeler quand même que la Banque du Japon était la seule des grandes banques centrales à ne pas avoir entamé du tout un processus de resserrement monétaire. Il est vrai que l'inflation y est considérablement plus faible qu'ailleurs, mais enfin, à l'aune japonaise, 3,6% d'inflation en glissement annuel, c'est élevé. Elle n'avait rien fait. Elle avait, comme vous l'avez évoqué, une stratégie monétaire qui était différente de celle des autres banques centrales. Elle avait une stratégie de gestion de la courbe de taux. Et en particulier, elle avait fixé une limite. En gros, les taux à 10 ans devaient rester à 0. Ce qu'elle annonce aujourd'hui, c'est que finalement, ces taux peuvent atteindre 0,50. 0,50 pour une inflation qui est à 3,6. On ne va pas qualifier ça de choc obligataire majeur. Mais c'est vrai, en faisant en quelque sorte le dernier pas, c'est dans les très grandes banques centrales des pays développés, en étant la dernière qui affirme qu'on a quitté la période d'inflation inexistante, que la question de l'inflation devient une question non seulement maintenant, mais on y reviendra sûrement, qui va rester pour les trimestres, même pour les années à venir pour les banques centrales, que la Banque du Japon ne pouvait pas être en quelque sorte le seul à ne rien faire. Le fait que ça se transmette aux marchés obligataires mondiaux, et là encore vous l'avez très bien évoqué, c'est que les institutions japonaises sont créditrices et donc sont détentrices de portefeuilles obligataires mondiaux considérables, et donc elles font des arbitrages, un peu plus d'attrait pour le 10 ans japonais, ça fait un peu moins de flux sortants et ça affecte les marchés obligataires, notamment aux États-Unis. Mais c'est un vrai risque ou pas pour 2023 ? Parce que là, vous le disiez, la Banque du Japon fait vraiment un mini-geste. Elle lâche l'élastique, elle élargit juste la fourchette de fluctuation qu'elle tolère sur les rendements des emprunts d'État japonais à 10 ans. C'est même pas un resserrement monétaire, mais c'est peut-être le préparatif d'un resserrement monétaire à venir. Si elle démarre un resserrement monétaire, est-ce que vous pensez que le mouvement du jour de remontée des taux obligataires mondiaux, ce mouvement sera amplifié l'an prochain? Alors, en tout cas, c'est un des éléments qui va contribuer à ce que nos modèles nous disent, c'est-à-dire une volatilité persistante sur les marchés obligataires mondiaux l'année prochaine, parce qu'effectivement, nos modèles nous disent, par exemple, que les taux directeurs vont devoir être remontés jusqu'à un niveau de 1% à la fin 2023 au Japon. Alors là, ce serait une première, en quelque sorte, sur toute la période récente. Et il est clair qu'avec, imaginons que nos modèles est juste, 1% de taux directeur à la fin de l'année 2023, vos taux obligataires 10 ans ne sont pas à 0,5. Et donc oui, je crois que le fait que la Banque du Japon normalise de façon prudente, très bien gérée d'ailleurs, sa politique monétaire, ça crée cette hausse tout à fait normale des taux obligataires, et que dans un mouvement dans lequel elle est en retard sur les autres, c'est-à-dire par exemple dans un mouvement dans lequel aux États-Unis on est probablement soit déjà, soit proche d'un plateau en quelque sorte sur les taux obligataires, le mouvement japonais va créer ces flux et ces reflux au travers des flux de capitaux internationaux. John Plassard, qui nous accompagnait tout à l'heure, nous disait, alors bien sûr, les Américains sont les premiers détenteurs de leur dette, et on pensait que les Chinois suivaient. Non. Les créanciers japonais sont devant les Chinois. C'est-à-dire que les Japonais sont les premiers créanciers internationaux de la dette américaine. Tout à fait. Donc leur comportement en 2023 sera particulièrement important. Puis on voit aussi l'impact aujourd'hui sur les taux souverains européens. Ça nous promet, nous disiez-vous, de la volatilité. Tout à fait. Persistance d'une forme de forte volatilité sur ce marché obligataire. Et avec des divergences entre marchés. Parce que clairement, les États-Unis ont leur logique, ils sont plutôt en avance dans le timing. Donc ça veut dire que les taux obligataires, et on le voit, l'inversion complète sur la courbe de taux. Aujourd'hui, d'ailleurs, si je peux glisser une recommandation, acheter des 2 ans du Trésor américain qui cote au-dessus de 4,5, c'est pas mal comme rendement où vous avez aucun risque à 2 ans. Donc ça veut dire que les États-Unis sont en avance et donc les taux obligataires vont probablement refluer aux États-Unis à l'horizon de l'année prochaine. Par contre, dans la zone euro, on a un retard, notamment sur l'inflation, et au Japon, on a un retard dans la politique monétaire. Comment vous regardez tout cela ? Vous êtes surtout branché action de votre côté, Sébastien. L'année 2023, comment est-ce que vous la sentez ? À l'instant, Thierry nous disait sur le marché obligataire, ce sera volatile. Alors on s'habitue à la normale, mais à L' anormale, marché obligataire volatile, c'est quand même pas commun. Mais c'est ce qui nous attend encore l'an prochain, nous dites-vous. Sur le marché action, à quoi est-ce que vous vous attendez de votre côté, Sébastien ? Alors quand c'est complexe, moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour un stock picker. Si j'ai une valeur ajoutée, c'est justement pas quand c'est simple. En effet, il y a plein de bonnes raisons pour que ça reste compliqué. Mais là aussi, comme vous l'avez dit, on s'y habitue. Ça fait 3 ans, 4 ans que c'est compliqué. Mais ça n'empêche pas pour certains de faire de la performance. Donc je pense qu'il faut être très discriminant, très sélectif. C'est en tout cas, on pourra revenir la discipline d'investissement qu'on a chez InnoCap Gestion, de favoriser les sociétés qui sont différenciantes, qui ont un positionnement unique, qui apportent du progrès industriel en préservant
notamment les ressources naturelles. Mais pour revenir sur le corps de sujet, je pense qu'aujourd'hui, là où c'est compliqué pour plein d'acteurs, et la volatilité en est la conséquence, c'est que le positionnement de tout le monde est négatif. Pour en revenir, je pense qu'on attend, la récession devant nous est celle qui n'a jamais été le plus attendue. Je pense qu'il y a 9 mois, on ne parlait que de l'inflation. Aujourd'hui, on ne parle que de la récession. Jamais historiquement, sans doute, une récession n'a autant été attendue, en effet. Quand les banques centrales, il y a 1 an, nous disaient que l'inflation était transitoire, maintenant, elles commencent à voir que c'est structurel. Nous, alors ils annoncent, les banquiers centraux, que la récession sera transitoire. Du coup, méfiance. Nous, on passe énormément de temps au contact des sociétés. À moi tout seul, sur la partie européenne, c'est 400-450 contacts en moyenne par an. On a les informations du terrain. Ce qu'on espère et ce qu'on semble voir, c'est un début de normalisation sur beaucoup d'éléments. Sur les matières premières, sur les taux, sur l'inflation, sur le risque récessionniste, sur le pouvoir d'achat. Et peut-être demain aussi sur les valorisations, parce qu'on a sans doute, en tout cas en Europe, des excès à la baisse de valorisation. On price des choses depuis septembre qui sont quand même très très noires. Et nous, on a plutôt un sentiment que oui, ça va être volatile. C'est aussi dans l'ADN des marchés aujourd'hui. Il n'y a jamais autant d'ordinateurs. Moi, mon ennemi aujourd'hui, mon adversaire, c'est pas un autre stock picker, c'est finalement des flux de marché, un algorithme, un ETF. Mais c'est là aussi le stock picker doit évoluer, c'est regarder les fondamentaux des sociétés sans en être amoureux. Moi, je suis amoureux que de ma femme et de ma fille. Mais par contre, regardez aussi les flux de marché. Ça va rester volatile. Mais on pense qu'on est rentré depuis la fin septembre sur un marché qui doit être plus constructif. Et c'est notamment, moi j'ai fait en septembre 3 voyages en Allemagne, en rencontrant à peu près 30-40 valeurs. Et on a eu à ce moment-là la conviction qu'on pouvait rentrer sur une approche plus constructive. Et un bon exemple, j'ai en général en moyenne entre 30 à 40 valeurs en portefeuille, puisqu'on a des gestions qui sont une gestion qui est assez concentrée. Fin septembre, j'avais 40 valeurs. Aujourd'hui, j'ai toujours des convictions et on est en train de bâtir des plus fortes convictions avec un portefeuille qui se concentre, 30-35 valeurs, et mon top 10 fait à peu près 50% de pondération. Donc c'est qu'on a des convictions à l'aube de 2023. Et vous voyez en 2023 un certain nombre de génies qui avaient perturbé les marchés en 2022 rentrer dans leur boîte. Vous disiez l'inflation va ralentir. On a un signe d'ailleurs aujourd'hui, 2e mois consécutif de fort repli des prix à la production en Allemagne. Vous voyez l'inflation rentrer dans sa boîte, le génie de l'inflation. Vous voyez le génie de la récession, des craintes autour de la récession rentrer aussi dans sa boîte. On aurait une récession sans doute limitée. Enfin voilà, vous pensez qu'on aura droit à la fois à un ralentissement de l'inflation convaincant et à un soft landing? Alors attention, le marché est souvent binaire, risk-on, risk-off, inflation, déflation. Moi, je pense que les choses vont se normaliser. On commence à le voir. Quand la semaine dernière, j'ai une entreprise italienne que j'ai en portefeuille qui me dit « j'achète aujourd'hui sur des taux de fret qui sont sensiblement plus bas que ce que j'ai payé en 2022 et que ça représente 5 à 10% de mes résultats opérationnels », ça c'est quelque chose, ça crée un effet de base qui est positif. En revanche, dans l'inflation, il y a des facteurs qui sont structurels. Alors l'ESG, on peut en parler, on en parle souvent, mais l'ESG est structurellement inflationniste. Je prends un exemple qui vient là aussi du terrain. Du ciment propre, ça coûte 350 € la tonne. Du ciment sale, comme on le fait aujourd'hui, ça coûte 110 € la tonne. Est-ce qu'on est prêt à payer 3 fois plus cher? Je ne suis pas sûr, tout de suite. Un autre exemple, la démographie. Le problème démographique, le problème d'accès dans certaines industries à des employés, c'est pas que la crise du Covid. C'est parce que des ingénieurs ou des gens qui étaient qualifiés, qui avaient 50, 60 ans, sont partis à la retraite et que c'est difficile de les remplacer. Mais là aussi, investir dans des sociétés qui apportent du progrès industriel, de la productivité, pour justement répondre à des besoins des clients, c'est à mon avis quelque chose qui peut être intéressant. Bon, on parlera encore plus précisément de valeur, bien sûr, tout à l'heure, pour ceux qui veulent compléter leur portefeuille. Quel regard de votre côté, Thierry, portez-vous sur cette fois le potentiel des marchés actions pour l'année 2023 ? Alors, je rebondis, vous me pardonnez Guillaume, je rebondis un moment sur ce que vous venez de dire et sur lequel je ne peux qu'être d'accord, c'est-à-dire par rapport à la question est-ce que le génie de l'inflation va rentrer dans la boîte, je crois que la réponse c'est ça dépend de la taille de la boîte. C'est-à-dire si on pense que l'inflation va revenir en dessous de 2% à l'horizon de la fin de l'année prochaine, là on se berce d'illusions. Si on pense que l'inflation va rester durablement en dessous de 2% pendant les 5 à 10 ans qui viennent en moyenne, through the cycle comme on dit, on se berce d'illusions. Pour les raisons très justes que vous avez dit. La démographie, la transition climatique, la Chine, la déglobalisation. Faut oublier quand même que l'effet massif de baisse des prix ou de désinflation que nous avons eu de 1990 à 2010 ou 2015, c'est la Chine. Donc,
globalement la période d'inflation en deçà de 2%. Et donc pourquoi je pars de ce commentaire sur ce qui a été dit auparavant, c'est que le vrai problème de 2023, ça va être l'ajustement de la parole des banquiers centraux. Aujourd'hui, bien sûr, le président Powell nous dit, le cœur sur la main, on ne pense même pas à changer notre cible. Sauf que lorsque, en même temps, Marc-Olivier Blanchard publie dans le Financial Times un article qui dit « Il faut que les banquiers centraux réfléchissent à ajuster leur cible », quand on connaît l'influence de Blanchard, on comprend bien que tout le monde y réfléchit en réalité, mais que, par construction, un banquier central ne peut pas réfléchir tout haut sur un changement de cible. Donc bien sûr, tant qu'on est dans la phase où il faut lutter contre l'inflation, lutter contre l'ancrage des anticipations d'inflation, dur comme fer, on reviendra à 2%. Et puis quand on se rendra compte, et encore une fois, je reviens sur ce que vous avez dit, qui est très juste, qu'il y a des facteurs structurels qui voudront dire, y compris aux politiques, que pour ramener durablement l'inflation à 2%, il faut une récession permanente. Politiquement, personne ne le fera, ni la Fed, ni la BCE. Donc, ce qui va être difficile pour les marchés, c'est lorsque les banquiers centraux vont devoir ajuster. C'est-à-dire, on a fait le boulot contre l'inflation. Regardez, on était à 10 en Europe, on est revenu à 4, on était à 8 aux États-Unis, on est revenu à 3. On a fait l'essentiel du boulot. Si on enlève, si on met un peu de dépression des prix du pétrole, etc. C'est de la prospective. On n'est pas très loin. Le danger, vont-ils nous dire, c'est la spirale inflationniste. Mais 3% au lieu de 2, no big deal. Donc, la difficulté, c'est qu'évidemment, no big deal, ça veut dire des taux obligataires quand même qui s'ajustent dans la durée à des niveaux supérieurs à ce qui est anticipé aujourd'hui. Et donc, la nécessité d'arbitrage et donc des moments compliqués, exactement comme vous le disiez, qui vont rester avec nous. Je pense qu'il est intéressant de rappeler Sébastien. aussi, et moi j'ai connu la crise de 2007, et je me rappelle de vieux gérants autour de moi qui me disaient « Oh là là, je ne sais pas comment ça va se passer les 10 prochaines années, on aura de la déflation. » Il faut avoir en tête que l'inflation, c'est bon pour l'économie. Je passe des hausses de prix, je passe des hausses de salaire, ça peut être vertueux. Malheureusement, ou heureusement, on est à la fin d'un paradigme. L'argent, pas cher, voire gratuit ou à taux négatif, ça n'existera plus. Et ça change les règles du jeu, ça déstabilise beaucoup d'acteurs. Ce qu'on a connu depuis 5 ans sur les valeurs de croissance qu'on achète, juste parce que c'est de la qualité de la croissance, et en plus d'un point de vue marketing, ça fonctionne très bien, peu importe la valorisation, je pense que c'est terminé. Parce qu'en effet, c'était un call, entre guillemets, par défaut sur la qualité, parce que je cherche un rendement sans risque. Les actions, c'est risqué. En revanche, on a toute une partie de la cote qui est délaissée depuis 10 ans, et on n'est pas obligé d'être un gérant value. Moi, je pense que plutôt un gérant GARP, mais j'ai 20 ans d'expérience. J'étais un gérant value, j'étais un gérant croissance. Je pense savoir à peu près faire la synthèse. Mais il y a beaucoup des participants aujourd'hui, que ce soit des gérants de fonds, des sélectionneurs de fonds, qui n'ont connu que les 10 dernières années. Les repères sont plus les mêmes. Parce que ces sujets démographiques, ces sujets ESG, ils sont essentiels. Et que c'est souvent un exemple que je prends. Qui sont inflationnistes. Le vrai risque demain sur l'inflation, si elle devient non contrôlée de nouveau, parce que on a fait peur un peu à toutes les populations, donc c'est pour ça qu'on a eu des pics sur justement les prix d'énergie, et puis qu'on se rend compte que c'est moins catastrophique, et c'est pas juste parce qu'il a fait doux au mois de novembre, c'est parce qu'on a fait les stocks, et c'était nous un feedback qu'on avait des entreprises. Le sujet, c'est l'hiver prochain. Mais là aussi, en fait, moi, j'ai pas de boule de cristal. Si la guerre s'arrête et que du nouveau on est un peu plus constructif, peut-être qu'il y aura un peu de déflation sur l'énergie, mais ça peut aussi s'empirer. Mais du jour au lendemain, on peut aussi rouvrir plus de mines de charbon en Allemagne. Tout dépend des sujets ESG, parce qu'on a assez d'énergie en soi. C'est juste que c'est l'énergie qui pollue. Donc, j'ai pas de boule de cristal, mais je m'attache au discours des entreprises. J'ai juste en tête que l'inflation, c'est pas forcément mauvais pour l'économie. Et quand aujourd'hui, j'ai des dirigeants d'entreprises qui me disent « Sébastien, je passe 6-7% de hausse de salaire à mes salariés », qui n'ont pas eu pendant 10 ans, même si la vie coûte plus cher aujourd'hui, il y a ce côté psychologique qui fait que ces gens qui n'ont pas eu connu de hausse de salaire depuis 10 ans, en fait, c'est un petit plus. Et c'est plutôt positif. Donc vous attendez, vous espérez, vous priez pour que se mette en place cette boucle prix-salaire. C'est ça l'idée ? Sur un point de vue ESG, je pense que c'est un peu le rôle aussi de l'investisseur. Mais quand je regarde beaucoup de sociétés, les marges l'ont fait, en tout cas sur celles qui sont cotées en bourse depuis, que je suis depuis 20 ans, quand même beaucoup d'entre elles ont monté leur salaire, ont monté leur marge. Beaucoup d'entre elles ont beaucoup monté les prix. Et bizarrement, ou plutôt heureusement, c'est souvent les plus vertueux qui créent de la valeur pour les actionnaires. Les sociétés familiales, c'est au cœur de nos investissements, ou les sociétés où les dirigeants sont eux-mêmes actionnaires. Enfin, je prends un exemple comme Verallia. Oui. Verallia a pris, c'est une industrie qui est relativement syndicalisée. Au mois de septembre, ils ont anticipé des hausses de salaire pour le 1er janvier
pour justement prendre les devants. Ils ont monté leur prix de 20% cette année. Et ils vont continuer l'année prochaine. Donc ça crée un cercle aussi qui peut être vertueux. Je dis pas que c'est à tout prix bon l'inflation, mais attention, il y a une partie de l'économie qui peut en profiter. Une ode à la boucle prix-salaire, là. Non, mais c'est intéressant. Et du point de vue de l'investisseur ESG que vous êtes, vous dites des hausses de salaire, ça aurait tout son sens. Et ce serait pour nous, justement, une raison, une étincelle, un déclencheur d'investissement éventuel. Vous, l'économiste, Thierry, j'allais dire au contraire. Non, mais vous êtes complémentaires, messieurs. Thierry Apothécaire, comment est-ce que vous regardez cette perspective d'une éventuelle boucle prix-salaire ? Vous parliez de la taille de la boîte, là. Est-ce que ce serait la boîte de Pandore, en l'occurrence, si s'enclenchait cette boucle prix-salaire ? Là, je diffère, parce que je crois que les banquiers centraux et les économistes considèrent effectivement qu'une accélération permanente d'inflation, ce qu'on a vu par exemple après le premier choc pétrolier de 73, où on a eu une inflation qui est passée d'en dessous de 10 à 10, puis à 14, puis à 17. Ce type d'accélération-là, du point de vue à la fois du fonctionnement économique, c'est-à-dire des anticipations, d'une espèce de mécanique de fuite en avant, on pense que ça a un coût relativement substantiel sur la croissance à long terme. Donc, et je crois que les banquiers centraux, de ce point de vue-là, sont très clairs, et je crois que les économistes s'entendent pour considérer que l'accélération de l'inflation sans qu'il y ait ni de borne supérieure, ni de perspective, ça constitue un danger simplement parce que les anticipations se dissipent. Ça introduit évidemment des déformations sur l'échange, sur les prix relatifs. Et donc, il y a une conviction qu'il faut interdire une spirale. Mais entre interdire une spirale et considérer que les investissements de transition climatique, la démographie, etc., mécaniquement conduisent à des hausses moyennes de prix sur une décennie à 3 ou 3,5 plutôt qu'à 2, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, les banquiers centraux s'attachent aujourd'hui, ils nous le disent ouvertement, à créer une déflation par la demande. Donc on veut réduire la demande, Powell le dit, on veut détériorer le marché de l'emploi. Mais évidemment, c'est pas un objectif ni durable, ni de long terme. Oui. C'est pas comme l'inflation. Donc, oui, je crois que les banquiers centraux n'autoriseront pas une spirale. Oui, sauf que si les salaires ne rattrapent pas les niveaux de prix, on aura des consommateurs paupérisés. Alors, et donc un potentiel de croissance amoindri. Alors, paupérisé à ceci près que, on a un ajustement des salaires qui prend place. En gros, la question, c'est plutôt la question de la productivité. Est-ce que la vague d'innovation permet des gains de productivité qui permettent d'absorber des salaires ? Et puis, encore une fois, ce qui est important, et je rejoins encore une fois ce que vous dites, c'est-à-dire dans des périodes de transformation très lourdes, la capacité d'avoir des prix relatifs qui bougent davantage, c'est une des soupapes de l'économie. Et donc, il ne faudrait pas souder la soupape parce qu'on a dit 2%, c'est la règle. On poursuit nos échanges, messieurs, dans un instant. Le club se poursuit. La clôture à venir dans 13 minutes en Europe. Le CAC 40 est toujours en très légère baisse de 0,3%. Et Wall Street qui rebascule légèrement. On va rejoindre dans un instant à New York Sabrina Quagliozzi juste après la pause. A tout de suite sur BFM Business. Bourse, le club. À vos côtés jusqu'à 18h, le CAC 40 à 10 minutes de la clôture recule toujours légèrement et on va se rendre tout de suite à New York. On va retrouver sur place Sabrina Quagliozzi, notre correspondante BFM Business. Sabrina, on sabrait le champagne il y a quelques minutes. Wall Street, après une ouverture dans le rouge, avait fini par basculer dans le vert et puis on vous retrouve et vous nous laissez des indices à nouveau dans le rouge, Sabrina. À chaque fois qu'on vous parle, Wall Street recule depuis plusieurs jours. C'est ma faute ? Eh oui. Pourtant, je ne porte pas de rouge aujourd'hui. Oui, non, c'est compliqué là. Est-ce qu'on le cherche, là, notre rallye de fin d'année, de rallye de Noël ? Ça semble quand même extrêmement compliqué. On n'avait vraiment pas à rester en hausse plus de 5 minutes sur ces marchés américains. Le Dow Jones ont quasi inchangé actuellement. 32 764 points sur l'indice. Vous avez le S&P 500 de son côté qui cède 0,16%. Le Nasdaq, moins 0,4%. Guillaume, 10 505 points actuellement avec un marché qui continue, bien sûr, ça pèse lourdement de s'inquiéter de la situation économique, la santé de cette économie américaine et mondiale aussi avec cette campagne agressive de hausse de taux d'intérêt. On attend tout particulièrement les publications de ce soir après la clôture, Nike ou encore FedEx, de bons baromètres pour voir justement, avoir quelques indications sur cette économie avec des marchés qui doivent faire avec une actualité entreprise qui est assez mince aujourd'hui. On a General Mills qui a déjà publié ses résultats, des chiffres supérieurs aux attentes grâce à la hausse de ses prix sur la période. Vous avez, le titre n'en profite pas, vous avez également sur le devant de la scène QuantumScape qui
fabrique des batteries solides pour véhicules électriques. Et le groupe a annoncé qu'il avait commencé à livrer ses prototypes de batteries révolutionnaires, une étape importante pour le groupe qui est salué en bourse. On prend, plus de 4% sur le titre, $6,13. Et puis Lucid Group, plus 3% dans le même secteur. Lucid, qui est le constructeur de véhicules électriques et qui est en hausse après une levée de fonds réussie d'1,5 milliard de dollars. Le titre donc est en hausse. Dans une tendance qui est très hésitante depuis ce matin l'ouverture, on hésite entre la hausse et la baisse. Pour le moment, le Dow Jones a un pied en positif, Guillaume. On est à 32 771 points. Le S&P 500 perd 0,13%. Quant au Nasdaq, c'est un repli de 0,4%, 10 508 points sur l'indice, avec du côté de l'obligataire, très rapidement, du côté de l'obligataire, un 10 ans américain qui se tend 3,67, et le pétrole, comme ça on a fait le tour, plus 0,5%, on est à $75,63, Guillaume. Merci Sabrina Quagliosi, notre correspondante BFM Business là-bas aux États-Unis. À tout à l'heure, le CAC 40 est toujours en légère baisse de 0,4%. On en parle avec nos experts ce soir, nos coéquipiers du club, Sébastien Lemonnier pour InnoCap et Thierry Apotheker pour TAC Economics. Thierry, on va parler de la Chine dans un instant, mais juste sur la perspective 2023, vous pensez possible un atterrissage de l'inflation sans forte récession pourrait maintenir une forme de croissance acceptable l'an prochain et parvenir à aplatir l'inflation efficacement? Alors oui, le recul de l'inflation, pour nous, il est quasiment acquis. On le voit aux États-Unis, c'est très clair déjà. Pour l'Europe, on a quelques premiers signaux, y compris les indices PMI, le prix des inputs qui sont sortis ce matin. Donc, pour nous, le pic d'inflation est derrière. On a un scénario prix de l'énergie qui est d'affaissement au premier, sans doute une partie de deuxième trimestre, parce que la demande sera faible, parce que c'est le moment de convergence du ralentissement de l'économie mondiale. Là où on a une petite incertitude, c'est lorsque vous avez en même temps les US, l'Europe et la Chine qui sont dans des croissances soit très faibles, soit légèrement négatives trimestre sur trimestre. Est-ce qu'on a un risque d'entraînement au niveau mondial, c'est-à-dire d'un multiplicateur qui se met en place brutalement à cause du commerce mondial? Nous, nos modèles nous disent non aujourd'hui, en partie parce que la synchronisation n'est pas exactement la même, y compris en termes sectoriels, et puis parce qu'on a tout un ensemble d'autres émergents qui compensent. Mais donc on a à la fois le retournement de l'inflation qui est déjà en place, des commodities qui vont baisser et une demande qui va s'affaisser. Tout ça fait que l'inflation va revenir. Oui, et revenir le fort, risque décélérer vraiment fortement Décélérer fortement. Nous, nos objectifs, si je puis dire, ce que disent nos modèles, vous savez, on a toujours beaucoup de modèles très très sophistiqués qui nous aident à réfléchir. Ils nous disent quand même qu'on sera autour de 3,7, 3,9 de glissement annuel d'inflation à la fin 2023 aux États-Unis et encore très légèrement au-dessus de 4 en zone euro, mais 4 comparé à 10 et 3,7, 3,9 comparé à 7. Donc on a bien incontestablement une division par 2 ou 3 du rythme d'inflation en 12 mois. Le job est fait. Mais l'inflation resterait sur ces niveaux-là durablement parce que le marché de l'emploi est tendu et restera tendu quelle que soit l'ampleur du ralentissement en cours? Alors, avant de répondre à cette deuxième partie de la question, je pense qu'il faut quand même différencier la situation européenne de la situation américaine, parce que la situation européenne reste conditionnée malgré tout au choc possible d'approvisionnement énergétique, qui est quelque chose d'une autre nature. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les stocks sont remplis. Si nous n'avons pas un hiver très rigoureux, on pourrait passer l'hiver 2022 sans choc d'approvisionnement. RTE est plutôt optimiste. Mais ouais. Si on a un hiver rigoureux, on aura un choc d'approvisionnement, et là, le choc d'offre sera fort sur l'ensemble, non seulement production d'énergie, mais surtout la filière chimique, dont je rappelle que c'est quand même une filière qui a énormément d'effets de ramification, donc un effet de production qui sera fort. Ça veut dire que le risque d'une récession plus forte est plus élevé en Europe à cause de sa vulnérabilité énergétique, qui n'est évidemment pas du tout le cas aux États-Unis. Et puis, sur les marchés de l'emploi, voilà, la vigueur du marché de l'emploi aux États-Unis fait que même avec le ralentissement qu'on anticipe, même avec des créations d'emplois qui vont revenir proches de zéro pendant les premiers mois de l'année 2023, même avec ça, on restera avec des taux de chômage qui feraient rêver beaucoup d'économistes qui ont moins de 20 ans d'expérience professionnelle. Mais vous attendez des créations d'emplois qui reviennent à zéro aux États-Unis? C'est un sacré pari, parce qu'on l'attend toujours là pour l'instant. L'année prochaine, oui. D'accord. L'année prochaine. Mais le marché de l'emploi est en retard sur les anticipations, c'est normal. Ça commence à faire longtemps qu'on le dit. Mais quand on dit zéro, Guillaume, c'est pas de destruction.
Alors ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que, oui, des nouveaux entrants sur le marché du travail ont des difficultés, mais qu'en net, vous n'avez pas de destruction d'emplois. Vous ajoutez à ça l'épargne accumulée, ça vous fait quand même un buffer, un amortisseur assez fort du choc récessif créé par la hausse des taux. Et pardon, mais en Europe aussi, le marché de l'emploi se tient bien. Oui, vous avez tout à fait raison, mais pas au même degré de tension qu'aux États-Unis, et avec des difficultés structurelles sur les fonctionnements de marché de l'emploi qui sont d'une autre nature. Sébastien, en termes d'investissement, qu'est-ce que l'année 2023 vous inspire? Où se porte votre appétit aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui cherchent peut-être à diversifier leur portefeuille chez InnoCap? Quels sont vos choix là, pour la suite? Alors il y a à la fois de la diversification, mais en même temps de vraies fortes idées de stock picking. Conviction. C'est difficile d'en sortir une et j'ai pas envie de faire une recommandation d'investissement. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est l'accélération de croissance, la qualité des positionnements et la différenciation, qui est créateur de gains de part de marché et de création de valeur par le retour sur capitaux employés. On a créé 2-3 thèmes à travers l'année 2022 qu'on va pas effacer parce qu'on ouvre un nouvel calendrier. C'était notamment celui de la souveraineté européenne. C'est pas que d'investir dans des sociétés qui sont dans le secteur de la défense, c'est éventuellement de l'intégration verticale avec par exemple Imerys, qu'on a eu en portefeuille, qui a plutôt bien fonctionné, mais qui justement a une intégration verticale, qui est propriétaire de mines. Alors c'est ce que le monde d'investisseurs n'a pas regardé pendant 10 ans, la valeur d'une mine, sauf que quand on trouve une mine de lithium dans le monde actuel, c'est éventuellement intéressant. Et une en France, en Auvergne, en l'occurrence. Les valeurs de qualité, mais quand elles sont oubliées. Alors j'ai cité tout à l'heure Veralia, je pense qu'il y a une société italienne qu'on aime beaucoup, c'est Fila. C'est un peu moins de 1 milliard de capitalisation boursière. C'est une société qui a un petit ticket de consommation, c'est les crayons de couleur que ma fille utilise à la crèche. Donc a priori, à 2 ans, elle va continuer à les utiliser. Et c'est une société qui a du pricing power, qui notamment l'année dernière, quand on nous disait que l'inflation était transitoire, a pu passer 7% de hausse de prix à Walmart en gagnant des parts de marché. C'est une société qui justement profite de la réouverture, qui continue, qui s'accélère avec notamment l'Inde et le Mexique. Après, on a beaucoup d'idées. La première conviction qu'on a en portefeuille dans Quadrige Europe Midcap, c'est Barco. Encore et toujours, c'est une société belge. 3 activités, les vidéoprojecteurs de cinéma et désormais aussi d'expériences immersives, comme on a par exemple à l'Atelier des Lumières à Paris. Mais ça devient aujourd'hui un vrai sujet de croissance, notamment en Chine, qui constitue aussi un chapitre que la société peut ouvrir. ClickShare, qui est en train de la solution de partage d'informations, les salles de réunion, qui profite de la réouverture des salles d'information, mais aussi de certains concurrents qui ont perdu des parts de marché, qu'on coupé dans leur force de vente ou qui sont monoproduits. Et puis la partie médicale, que personne ne regarde depuis 10 ans, qui a une vraie valeur ajoutée. On est très loin des valorisations des medtech de 2022. Je ne vais pas mettre ce multiple-là. Et puis, dernier élément, une société dont l'actionnaire principal dirige la société, il a 30% du capital, et 300 millions de cash au bilan, ce qui est une force. Et c'est quelqu'un à qui on a reproché de ne pas faire d'acquisition ces 2 dernières années. Je pense que maintenant, on rentre peut-être dans le money time, parce qu'on a moins de fonds de private equity qui n'ont plus les mêmes capacités qu'avant, et que sans doute les multiples deviennent plus raisonnables. On rappelle le nom de cette société? Barco. Barco, voilà. La Chine, on n'en a pas parlé, il nous reste 1 minute à peine, Thierry. Voilà, 2023, le sort de 2023 et le sort des marchés en 2023 dépendra aussi du rythme de réouverture de la Chine. On voit que plus ça rouvre, plus il y a de malades là-bas, et plus ça pose problème. Alors, non, mais je pense que l'idée qu'on allait avoir une ouverture avec un rebond fort, là aussi, c'était quand même se bercer d'illusions. Il y a 50 000 lits de soins intensifs en Chine. Il y a 1,4 milliard d'habitants, une maladie qui est hautement transmissible. Ça veut dire que, effectivement, l'application un peu dogmatique de règles extrêmement sévères a été relâchée. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un effet médical négatif, très fort au 4e trimestre, et sans doute persistant au 1er trimestre, où on voit mal, et d'ailleurs, y compris du point de vue de la discipline collective, une relâche complète sur les sorties, etc. Par contre, dans le courant de l'année, oui, on va avoir une accélération chinoise. On aura un 2e trimestre 2023, sans doute year-on-year, qui apparaîtra comme très fort, parce que l'année précédente était très faible, et on va se rediriger vers des taux de croissance élevés pour nous, pas très élevés pour la Chine, c'est-à-dire que nous, on va avoir quand même des chiffres de croissance au-dessus de 6,5% en rythme annuel dans la 2e partie de 2023 et au début 2024. Quand même. En glissement annuel, 6,5, dans un rebond de cycle, pour la Chine, c'est pas très fort. Bon. Mais incontestablement, ce sera pas une mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale. D'accord, ça renforcera pas l'inflation si la Chine rouvre. Attention sur l'approvisionnement en matières premières, notamment. Exactement. Et là, on a une petite inquiétude, nous, sur offre-demande, y compris pétrole. Mais on en reparle une autre fois.
Vous aurez le temps d'en reparler en effet. En revenant sur ce plateau, vous êtes messieurs les bienvenus quand vous voulez bien sûr. Sébastien Lemonnier pour InnoCap et son fonds Quadrige Europe Midcap et Thierry Apothécaire, le PDG de TAC Economics, nos deux coéquipiers du club ce soir. Dans un instant la clôture, on va retrouver depuis la Tour Euronext en direct notre Étienne Brague juste après la pause. On se retrouve dans 1 minute. À tout de suite. On est ensemble en direct sur BFM Business. On rejoint Étienne Brague depuis la Tour Euronext, là où ça se passe, en direct. Cette clôture, Étienne, ce soir, la deuxième de la semaine, le CAC 40 a-t-il réussi à basculer dans le vert ? Un pas en avant, un pas en arrière. Plus 0,3% hier, moins 0,3% aujourd'hui. Et un indice parisien qui limite la casse par rapport à ce qu'on a pu voir cette nuit du côté du Japon qui perdait quasiment 3%. 6450 points pour le CAC 40 avec Wall Street là, qui rebascule dans le rouge, qui était dans le vert après un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture et désormais qui perd entre 0,2 et 0,4% sur les trois indices américains. Les taux qui continuent de faire pression sur les valeurs de croissance, qui continuent de grimper. 10 ans français à 2,84, 10 ans aux États-Unis qui passe la barre des 3,7% aujourd'hui. Ça fait pression sur les valeurs technologiques, sur les valeurs du luxe et puis aussi sur le secteur immobilier. Unibail Rodamco Westfield, plus forte baisse du CAC 40 qui perd 4,7% ce soir à 47,70 €. La situation en Chine qui continue de se dégrader pèse sur Kering qui perd 3,8% à 467 €. Et puis à l'inverse, c'est profitable aux banques avec notamment Société Générale et BNP qui signent ce soir les deux plus fortes hausses du CAC 40 ce soir. À noter les cours du pétrole qui repasse sous les 80 $, mais ça n'empêche pas Total Energy de grappiller plus d'1% à 57,30 €. Et donc l'indice parisien qui clôture en légère baisse ce soir, moins 0,3%, 6450 points. Le tout avec des volumes d'échange toujours assez faibles. On est sous les 3 milliards d'euros échangés ce soir dans le CAC 40. Merci Étienne. Bien sûr, vous nous accompagnez tout au long de cette fin de journée sur BFM Business. On est à vos côtés, on joue dans votre camp dans BFM Bourse jusqu'à 18 h dans un instant. Timothée Pubellier va nous rejoindre pour vous aider à anticiper la suite. Vous apportez des idées aussi si vous souhaitez compléter ou diversifier vos portefeuilles boursiers. On se retrouve dans un instant, donc à tout de suite. BFM Business, BFM Bourse, on refait la séance. Ce soir, Timothée Pubellier nous accompagne, la financière de la Cité. Bonsoir Timothée, bienvenue. Bonsoir. Sur le plateau de BFM Business, on a clôturé donc en légère baisse après la légère hausse d'hier. Ça s'en va et ça revient, c'est vraiment l'aller-retour. Le CAC 40 aujourd'hui donc recule, contrairement à hier, moins 0,38% en clôture, 6450 points. On a vu surtout aujourd'hui une remontée des taux obligataires avec la Banque du Japon qui fait un mini-geste technique, sans doute prélude à un éventuel resserrement monétaire à venir. On verra si elle se lance, la Banque du Japon, dans un vrai resserrement monétaire l'an prochain. Elle est l'une des très très rares banques centrales à ne pas avoir procédé encore de resserrement monétaire. Aujourd'hui, on a un geste technique qui laisse présager qu'elle pourrait se jeter à l'eau, franchir le Rubicon à son tour l'an prochain. Et tous les taux souverains obligataires ont remonté. C'est l'une des caractéristique, Timothée, de cette séance. Même le 10 ans américain est reparti à la hausse, alors que les propos très fermes de Jérôme Powell la semaine dernière n'avaient pas été suffisants pour entraîner à la hausse le 10 ans américain. La Fed l'avait rêvé. C'est la Banque du Japon qui l'a fait avec donc ce choix technique annoncé ce matin. Le 10 ans américain remonte et les taux européens aussi remontent. Résultat donc, comme c'est le marché de taux qui a fait la loi aujourd'hui, que les taux se sont retendus, les valeurs de croissance ont reculé parmi les plus fortes baisses du jour. Les valeurs immobilières aussi. Est-ce que vous pensez que cette séance est le prélude à ce que sera la tendance, le profil sur les marchés l'an prochain, à savoir une nouvelle baisse, une nouvelle jambe de baisse sur les valeurs les plus exposées aux hausses de taux? Alors, déjà, si on reprend la hausse de taux, en effet, la Banque du Japon a fait assez mal à toute la courbe obligataire et à l'international. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon détient un énorme portefeuille d'obligations non japonaises. Donc, si les taux deviennent plus intéressants au Japon, l'investisseur japonais comme l'assurance vie ou la banque va préférer acheter des obligations domestiques et ainsi peut-être arrêter d'acheter des obligations à l'international, ce qui ça s'était déjà passé, mais maintenant ils vont peut-être se mettre à vendre les obligations qu'ils détiennent à l'international pour acheter des obligations domestiques. Donc c'est ça qui pousse les taux non japonais à la hausse. Ils ont notamment beaucoup d'obligations américaines et françaises. Donc, voilà, vous mettez l'ambiance là. Non, mais c'est vrai que c'est un risque supplémentaire pour 2023. C'est un risque supplémentaire sur 2023 parce que on a eu 2 réunions de politique monétaire la semaine dernière où le quantitative tightening va arriver très vite. Si on prend l'Allemagne par exemple, on a 160 milliards nets de besoins de financement du pays en nouvelles obligations contre 60 milliards l'année dernière. Donc plus un acheteur en moins avec le quantitative tightening. Donc on sait
plus peut-être le Japon qui va venir vendre des obligations. Donc on ne sait pas qui va venir acheter la dette européenne. Donc en face de ça, on a des valeurs de croissance qui sont extrêmement sensibles au niveau de taux. Et donc, ça, pour les valorisations, ça va être un gros problème. Et le dernier point, c'est la hausse de taux. Elle est là pour faire venir reculer l'inflation. Et l'idée, c'est de ralentir l'économie, donc de ralentir la croissance. Et donc un contexte où les taux sont plus hauts, donc les valorisations sont mauvaises et la croissance n'est pas au rendez-vous, c'est pas très porteur pour les valeurs de croissance, justement. Donc en face de ça, si on regarde en relatif value contre croissance, on a des multiples de valorisation qui sont... il y a un gouffre entre les deux styles de gestion en faveur de la croissance. Donc si on prend le contexte économique dont on vient de parler, plus ce gouffre entre les deux multiples de valorisation, ça me pousse à penser qu'en effet, il y aura une compression de ces multiples de valorisation en faveur, cette fois, de la value. Voilà, donc plutôt la value, on verra, et puis on imagine qu'il y aura plusieurs phases aussi en 2023, mais on risque d'avoir peut-être des surprises à la hausse, davantage sur la value que sur les valeurs de croissance qui pourraient souffrir d'éventuelles remontées de taux l'an prochain. À voir, à suivre, et puis si on a une récession forte, ça pourrait pour le coup limiter l'ampleur des hausses de taux, donc tout ça reste hypothétique. Votre choix, c'est plutôt néanmoins la value, voilà, c'est l'idée pour 2023. Bon, value, donc, avec des questions qui vont perdurer, hein, des questions qui ont déjà pas mal animé les marchés cette semaine, qui vont continuer d'abreuver les discussions, les conversations, les choix d'investissement aussi publics. Par exemple, cette question de la transition énergétique, de plus en plus, en effet, d'argent public investi dans cette thématique, et cette question d'une auditrice. Alors, vous allez tenter de lui répondre. On va vous tester, tiens. C'est Carla. Elle nous écrit « J'ai l'impression, nous dit cette auditrice, j'ai l'impression que comme pour les telcos en 2000, il ne faut pas se tromper d'acteurs dans la transition énergétique parmi les jeunes sociétés de cette thématique. Lesquelles vous semblent parties pour durer? Lesquelles vous semblent investissables? En tout cas, présenter aujourd'hui des cours abordables. » Timothée. Alors Carla a raison d'être prudente. La transition énergétique, on est sur des jeunes entreprises, souvent de petite taille, avec des technologies qui ne sont pas forcément matures, des valorisations très très hautes et une sensibilité au taux là aussi importante. Donc il faut être prudent. Mais après, en face de tout ça, il y a les plans de transition énergétique avec un soutien énorme du gouvernement, le public qui veut que ça aille dans cette direction, donc une demande qui est très forte. Donc il y a plein d'entreprises très intéressantes. J'ai notamment en tête Siemens Energy, qui est idéalement placée à ce niveau-là. Elle a eu 12 mois très compliqués, avec des problématiques de coûts et de logistique. Mais en face de ça, il y a eu un plan de restructuration. Donc l'entreprise est en train de changer, mais la valorisation est toujours à la traîne. Donc c'est une cible qui est très bien placée. Et sinon, plus proche de nous, on a Neoen, le leader français des énergies renouvelables. Donc ils sont présents sur le solaire, le vent et le stockage de l'énergie. Donc là, on est sur une croissance très forte, capacité de génération électrique qui devrait doubler d'ici 2025. Une présence à l'international qui diversifie le risque aussi sur ce type d'entreprise. Donc là aussi une cible vraiment intéressante pour jouer la transition énergétique. Votre réponse à cette auditrice Carla qui nous a écrit, vous connaissez notre adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr et puis vous voyez régulièrement aussi tourner, si vous nous suivez à la télé, le QR code de BFM Bourse. En le scannant, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions et chaque jour nos experts vous répondent. Également après 18h dans le débrief. Tiens, le secteur bancaire, Timothée, a surperformé aujourd'hui. Alors, on le disait, hein, c'est le marché de taux qui a guidé, qui a piloté la tendance sur les différents secteurs et donc le secteur bancaire qui profite de la remontée des taux obligataires aujourd'hui. Les deux plus fortes hausses, ce sont des banques, notamment Société Générale, plus 2,2% en clôture et BNP, plus 1,4%. Est-ce que ce secteur bancaire présente à vos yeux un potentiel attractif pour la suite ? Alors oui, je pense même que le secteur bancaire, c'est un des secteurs les plus intéressants pour 2023. Le secteur bancaire, c'est un des rares secteurs qui profite de la hausse des taux. Donc, plus les taux sont hauts, plus il y a de la place pour la banque à prendre de la marge sur ses crédits qu'elle produit pour ses clients. Donc, ça va améliorer la rentabilité de la banque. Le danger en face de ça, c'est que les banques centrales montent leurs taux trop haut et que le ralentissement de l'économie soit trop puissant et vienne causer une récession. Là, les clients de la banque pourraient, par exemple, perdre leurs emplois et avoir du mal à rembourser leurs crédits. Donc vous pourrez me dire que ces deux forces s'équilibrent. Mais la grande différence, c'est que depuis 2008, les fondamentaux des banques se sont énormément améliorés, notamment les capitalisations qui sont extrêmement solides maintenant. Les CET1 ratio qui viennent mesurer justement la solidité de la banque sont à des niveaux records. Les NPL qui viennent mesurer la qualité des prêts que la banque possède se sont énormément assainis, notamment dans les banques périphériques européennes.
Donc d'un point de vue fondamental, c'est très positif, mais les valorisations sont restées à la traîne. Si on regarde les valorisations, on a l'impression que le secteur bancaire est encore en crise, alors que les fondamentaux sont améliorés et les perspectives sont aussi positives avec les taux plus hauts. Donc je pense que tout ce mélange fait que c'est vraiment un des secteurs les plus intéressants pour l'année prochaine. Oui, ça rentre dans ce que vous nous disiez, l'attrait de la value pour la suite à nouveau en termes de profil de gestion. Les banques, vous retenez les banques dans la value, pourquoi pas attractive, vous retenez quoi d'autre également ? Les pétrolières, Shell ou Total devraient pouvoir en profiter, mais on peut aussi aller sur des secteurs un peu plus cycliques, en jouant le thème de la réouverture de la Chine. Qui déjà, la situation devrait se normaliser là-bas et ensuite il devrait profiter de plans de relance. Donc une fois que le pays sera complètement réouvert, on pourra avoir l'hôtellerie comme avec Accor par exemple, les sociétés, les compagnies aériennes comme IAG ou EasyJet, et aussi le secteur de l'automobile avec Stellantis, qui pourraient tous profiter de ce thème-là. Vous citez tout sauf le luxe, parce que c'est pas value. C'est le problème. Oui. Et c'est... Donc un peu de distance sur le luxe à la financière de la Cité. C'est pas le secteur qui vous attire le plus pour la suite, même s'il pourrait lui aussi profiter d'une réouverture de la Chine. Il y a un problème de valorisation éventuel. C'est cher. Après, j'ai pas de problème sur le luxe non plus, mais je le citerai pas Je pense pas que c'est celui qui a le plus potentiel parce que c'est déjà cher. Mais avec le luxe, faut faire attention. Oui. Si on regarde l'historique, on est souvent agréablement surpris par cette thématique, en effet. Le luxe qui en attendant souffre de la révision par la Banque mondiale à la baisse de sa prévision de croissance pour la Chine. Kering notamment a à nouveau perdu ce soir un peu plus de 3,5%. Une autre valeur se distingue. Elior gagne quasiment 4%. Le projet d'acquisition est confirmé par Elior, acquisition de la branche multiservice de son principal actionnaire de Richebourg qui lui renforcera son contrôle sur Elior. On voit une sacrée remontada de ce titre, amené à se poursuivre, à se prolonger à vos yeux, cette remontada, Timothée ? Oui, alors on est vraiment sur une remontada parce que c'est un titre qui avait vraiment souffert. Après, je pense que c'est une opération intéressante, elle crée de la valeur. Le point vraiment qui m'intéresse, c'est qu'elle est financée par des nouvelles actions. Donc on va avoir un titre qui va s'améliorer sur plein de métriques opérationnelles. Donc il va aller acheter de la croissance, de la marge, de la diversification, des économies d'échelle. Tout ça sans avoir à dépenser du cash ou à augmenter sa dette. Donc le marché vient saluer cette opération et je pense qu'il a raison. Timothée Pubellier et son franc-parler, la financière de la Cité régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup Timothée d'être passé nous voir en direct ce soir. Elior a donc gagné 3,6%. On voit les valeurs liées à l'énergie aussi bien surperformées grâce à un cours du pétrole toujours costaud, ferme aux alentours des $80 le Brent. Et Total Energy qui a donc progressé d'1,1% en clôture. Valourec sur le SRD signe même la plus forte hausse, plus 4,5%. On voit les acteurs miniers aussi bien réagir aujourd'hui. C'est le cas d'Eramet en hausse de 2,4%. Le CAC, on vous le rappelle, a reculé un petit peu après la hausse d'hier. On repart un peu la baisse, moins 0,4, 6450 en clôture. Dans un instant, vous retrouverez Guillaume Paul et Audrey Tcherkov. Ils vous accompagnent jusqu'à 20h. Good evening business sur BFM Business. Bonne soirée à tous. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.